Voilà, bonjour à tous. Je suis philosophe et comme Michael l'a signalé, je dirige un établissement d'enseignement supérieur en plein cœur de Paris, l'IPC. L'IA n'est pas seulement une nouvelle technologie, c'est une véritable révolution qui place aussi la philosophie au centre des organisations en raison des liens étroits entre la philosophie et l'intelligence. L'enjeu, c'est d'abord celui de la valeur de l'intelligence humaine. En quoi consiste-t-elle? N'est-elle pas diminuée par l'augmentation des performances de l'IA? Diminuée dans le sens de dévaloriser. On parle d'une quatrième blessure narcissique, après celle de Galilée, de Darwin et de Freud. L'autre enjeu est celui du sens des organisations. L'IA est-elle seulement un outil qui les rend plus performantes ou sont-elles en train de devenir les nœuds d'un réseau formant une intelligence collective? Nous verrons que la question se pose et qu'elle interroge le sens du travail au sein des organisations. Enfin, il reste que l'IA est une formidable opportunité qui donne à l'ensemble des collaborateurs de nouvelles obligations éthiques sur lesquelles il convient de réfléchir collectivement. Nous posons ici une question éthique, car pour garantir le consentement et la juste autonomie des collaborateurs, l'intelligence, l'intelligence humaine, doit être sollicitée. Au sein du comité de directeur de l'IPC, par exemple, nous avons décidé d'introduire un ERP qui permet de faire notamment les emplois du temps, de suivre les scolarités. Et nous n'avons même pas envisagé une approche qui aurait été purement technique, où l'outil aurait été imposé sans concertation. Les collaborateurs se seraient alors sentis comme prolétarisés et non impliqués. Le résultat aurait été une résistance passive, la perte de motivation, le détournement d'une manière ou d'une autre du système. Un consentement simplement formel, eh bien, implique une autonomie fictive. L'approche qui a été la nôtre est évidemment de solliciter l'intelligence humaine. Avant le déploiement, nous avons réuni les équipes pour analyser leurs besoins réels. Nous avons organisé des ateliers pour adapter l'outil aux pratiques. Nous avons demandé aux salariés d'identifier eux-mêmes les procédures utiles à leur travail. Le résultat est que les collaborateurs ont compris le sens du changement. Ils ont participé activement à la conception de cette solution nouvelle, bien qu'il leur soit encore difficile de changer leurs habitudes. Leur autonomie est renforcée, ils ont contribué aux règles du jeu. Leur consentement est alors éclairé et durable. C'est la base, me direz-vous, mais finalement, cela a demandé du temps, beaucoup de temps. Et on doit en conclure que l'intelligence humaine est lente et même peu fiable. Le collaborateur dit comprendre et il est sincère, mais néanmoins, il a du mal à changer ses habitudes. Nous n'aurions sans doute pas ces problèmes avec l'IA. L'intelligence artificielle semble être beaucoup plus facile à diriger, à condition, comme on sait, de maîtriser l'art du prompt. Vous en connaissez les éléments essentiels, mais je voudrais les rappeler, indiquer le rôle.
que doit jouer la machine, sa tâche, c'est-à-dire l'action qu'elle va devoir faire, indiquer le contexte, c'est-à-dire la finalité au sens du but, indiquer la méthode, c'est-à-dire les étapes, le format, ce qu'on veut obtenir, sous quelle forme, puis les limites, en quelque sorte, quand doit s'arrêter le travail de la machine. Donc, pour bien prompter, il faut bien maîtriser son discours afin d'obtenir les bons résultats. Et finalement, il est intéressant de réfléchir sur ces éléments qui constituent un bon prompt. Si on traduit le mot anglais tout prompt, on est mis sur une piste intéressante. Prompt signifie inciter. Cette incitation peut prendre des formes diverses: persuasion, commandement, souhait exprimé. Le discours incitatif relève, entre autres choses, de la rhétorique. Et ceux qui ont réfléchi déjà dans l'Antiquité sur ce type de discours, comme Aristote, Cicéron, ont donné, et je trouve cela assez remarquable, exactement les mêmes éléments. On les retrouve aussi dans l'art du commandement. Il faut, pour inciter, dire les circonstances. Qui, c'est-à-dire le rôle, indiquer le rôle. Quoi, c'est-à-dire indiquer la tâche. Le but, au sens de scopos, c'est-à-dire le contexte. Ce au moyen de quoi, c'est-à-dire la méthode ou les méthodes. Comment, c'est-à-dire le format. Et quand, c'est-à-dire la limite. Finalement, dans l'art du prompt, il manque une des circonstances classiques, c'est le où. Mais ce n'est pas étonnant car l'IA, en quelque sorte, est l'incarnation d'une utopie, un pays qui n'existe nulle part, du moins tant qu'elle n'est pas implémentée sur des robots. Je note que l'art du prompt nous semble être une technique pour l'IA, alors qu'il s'agit de la base du management des personnes. Pour induire le bon comportement, il faut dire les circonstances, il faut dire les écueils, mais aussi il faut dire comment il est possible, face aux erreurs, non pas d'accuser, mais de rebondir. Et c'est ce que l'IA nous apprend à faire. Avec l'art du prompt, et c'est ce que nous pouvons reproduire avec les personnes elles-mêmes afin de les respecter et d'obtenir leur consentement éclairé. À la différence de la machine, les personnes ont accès à la sémantique, ce qui n'est pas le cas pour les machines. Il faut donc travailler à clarifier le sens des mots, ce qui est la première fonction de la philosophie. En ce sens, la philosophie est, comme je l'indiquais au tout début, me semble-t-il, au cœur des entreprises. Et je suis bien loin d'être convaincu, enfin, je suis bien convaincu plutôt du fait que la philosophie n'est surtout pas la propriété des philosophes de métier. Le commandement, quand il s'adresse à l'homme, a besoin de clarification par rapport donc à la sémantique. Alors, quelle est la valeur de l'intelligence humaine? La valeur de l'intelligence humaine, c'est de dire le sens. Ma collaboratrice chargée des emplois du temps me dit que pour elle, le nouvel ERP ne rend pas son travail plus facile. Mais elle reconnaît que le résultat est plus ergonomique pour les usagers. Cela a du sens pour elle. D'ailleurs, en procédant ainsi, elle travaille chez nous depuis 17 ans. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, si c'est un bon signe, mais en tout cas, cela montre que son travail, quoique difficile, a du sens pour elle. Regardons maintenant le deuxième aspect, le deuxième enjeu éthique. Le premier était celui de l'intelligence, qui a un rôle dans le comportement éthique d'un salarié. Le deuxième, c'est la valeur du travail, la valeur de son travail. Et je voudrais convoquer Sisyphe. Oh, vous connaissez ce mythe de Sisyphe repris par Camus, qui est une métaphore du travail humain.
Sisyphe, comme on s'est condamné à rouler un rocher au sommet d'une montagne, arrivé en haut, la pierre redescend, dévale la montagne, et après un certain temps, il faut la remonter. Dans La Peste, le docteur Rieux parvient à endiguer l'épidémie. C'est un personnage fictif de Camus. Mais Camus lui fait dire qu'il sait que la peste reviendra. Il y a quelque chose d'absurde dans le travail humain, quelque chose qui est sans fin. L'essentiel, fait dire Camus au docteur Rieux, l'essentiel est de bien faire son métier. Et Camus d'ajouter dans son mythe de Sisyphe, il faut imaginer Sisyphe heureux. Il est heureux parce qu'il a une activité. Il est responsable de quelque chose qui ne lui appartient pas. Et plus concrètement, il applique une force pour changer son environnement. Il n'a pas le choix. Pour vivre, il lui faut une activité. Mais il y a plus. Et pour entendre ce plus dans l'activité du travail, je vous proposerai bien volontiers une petite philosophie du couteau. La perfection d'un couteau est de couper. Et de même de bien couper. Il devient un bon couteau quand il coupe bien. L'activité est source de valeur intrinsèque. De même, le travail donne une certaine valeur à celui qui travaille. Mais imaginons maintenant un instant Sisyphe malheureux. La pierre avance sans qu'il ne fasse aucun effort. Un peu comme un météore dans l'espace qui avance de façon rectiligne uniforme sans qu'aucune des forces ne s'applique sur lui. Ou il fait des efforts, Sisyphe, mais la pierre n'avance pas. À ce moment-là, eh bien, on a un Sisyphe malheureux car il n'y a pas de travail. Il n'y a de travail que lorsqu'il y a à la fois un effort et un changement. Coriolis, qui définit le travail au XIXe siècle en physicien, dit que le travail, c'est le produit de la force par le chemin parcouru. Le problème éthique de l'IA, ce n'est pas seulement l'usage des IA à usage général, comme on dit, à l'instar de ChatGPT, Gemini. Le problème de l'IA, c'est l'IA générale. Et je vais m'expliquer. Le problème de l'IA à usage général, le problème de l'IA générative, de l'IA que nous utilisons, c'est le problème de l'alignement des valeurs. Ce problème vient du fait que la machine n'a pas la sémantique. Les problèmes de la machine ne sont pas les problèmes de l'homme. Mais le problème que pose l'IAG est bien plus grave que le problème de l'alignement des valeurs. Et je crois qu'il faut recourir à l'un des plus grands spécialistes de l'IA, Nick Bostrom, pour le percevoir. Nick Bostrom signale que la logique de l'IA, c'est la fin du travail. Je voudrais m'expliquer là-dessus. En fait, il réfléchit sur l'IAG, sur la super-intelligence, sur l'IA à usage, sur l'IA, pardon, général. C'est-à-dire, il réfléchit sur une IA qui n'existe pas, dont nous ne disposons pas, mais qui est bel et bien l'objectif de cette discipline qu'on appelle l'IA. Je veux dire par là que l'IA, c'est pas ChatGPT, c'est pas Gemini, c'est pas Dali. Ça, ce sont des IA. Mais quand on parle de l'IA au singulier, ce dont on parle, c'est d'une discipline. C'est une discipline universitaire. Et alors, il faut regarder quels sont les objectifs de la discipline en question. Dans un ouvrage qui s'appelle Intelligence artificielle, une approche moderne de Russell et Norvig, qui est la référence internationale en IA, pour tous ceux qui se forment à devenir des chercheurs en IA,
Eh bien, les auteurs n'hésitent pas à dire que cette IA générale n'est pas du tout une intelligence, pas du tout, pardon, une fiction. C'est un objectif. Elle n'existe pas, mais elle n'est pas une fiction, c'est un objectif. C'est d'ailleurs un objectif qui était déjà présent en 1956 lorsque John McCarthy invente le terme d'intelligence artificielle. Car il s'agissait bien pour lui de mettre au point une machine qui simule l'intelligence dans tous les domaines donnés, d'où l'expression IA générale. Or, le rôle d'une machine, la fonction d'une machine, quelle que soit cette machine, que ce soit un homme, un animal ou un artefact, la fonction d'une machine, c'est, comme l'a montré au XIXe siècle Coriolis, c'est de fournir un certain travail. Par conséquent, si on arrive à faire une IAG, eh bien, la logique, c'est la fin du travail. C'est une question de logique au sens où ça ne veut pas dire qu'il y aura un jour où il sera impossible de travailler, il sera toujours possible de travailler. Mais si on met au point une IAG, eh bien à ce moment-là, il serait plus nécessaire de travailler parce qu'une machine pourrait faire tout ce que nous faisons à l'aide de notre intelligence humaine. Et par conséquent, je crois que nous avons là un problème éthique. Si tel était le cas, un problème de télos, en quelque sorte, de finalité, il faudrait imaginer Sisyphe heureux. Pardon, Sisyphe malheureux, bien au contraire. Vous allez me dire, cela paraît très théorique, ou pas du tout. Je suis très pris par le temps, je pourrais vous montrer chez bien des auteurs, je crois que la plupart des grands acteurs de l'IA eh bien, visent cette super intelligence sous une forme ou sous une autre et s'en expriment. Euh, je voudrais faire référence à Sam Altman. Dans un article, un blog paru le 10 juin dernier, où il a mis très clairement en évidence sa philosophie. C'est ChatGPT. Cette philosophie n'est rien d'autre que le transhumanisme. Mais c'est également celle d'Elon Musk ou encore de Ray Kurzweil, directeur des recherches chez Google. Le transhumanisme, qu'est-ce que c'est? C'est une forme d'éthique des nouvelles technologies, et en particulier de l'IA et des robotiques. Sam Altman partage avec Ray Kurzweil un concept, une même inspiration, qui est la singularité. C'est ce qu'il dit dans ce texte. Nous construisons un cerveau pour le monde. Vous voyez, nous, toute l'industrie, pas simplement OpenAI, nous construisons un cerveau pour le monde. Il sera extrêmement personnalisé et facile d'utilisation pour tous. Notre seule limite, pardon, sera la qualité des idées. OpenAI est aujourd'hui bien plus qu'une simple entreprise. Mais avant tout, nous sommes une société de recherche en super intelligence. Sam Altman explique dans ce blog qu'il est favorable à une singularité douce, contrairement peut-être à Ray Kurzweil. Dans ce cas, le travail ne disparaît pas, mais l'IA n'est plus simplement un outil. Chaque entreprise devient un moyen pour la super-intelligence. La valeur du travail se comprend alors à partir de cette utilité. Et d'ailleurs, ne peut-on pas mieux un ingénieur en informatique qu'un professeur de philosophie? Est-ce que l'IA, l'IAG, est-ce elle qui donne désormais sa valeur au travail? On peut ne pas être d'accord avec cette philosophie, le transhumanisme, mais ne nous est-elle pas imposée? La valeur du travail est-elle dans l'innovation, c'est-à-dire dans l'impact sociétal? Cependant, a-t-on suffisamment noté que ce qui est hyper innovant, c'est que le travail constitue, ou plutôt construit, nos espaces intérieurs? Je voudrais préciser maintenant cela. La réglementation de l'IA, et dans ce domaine, l'Europe est pionnière,
s'impose naturellement. Il faut de la transparence, de l'inclusion, le respect de la vie privée, etc. Mais en parlant ainsi de réglementation, il s'agit seulement d'un contrôle technique, d'un moyen d'opérer un contrôle technique, certes indispensable, mais qui ne garantit pas que l'on survive à un accident. On peut au contraire chercher dans l'IAG les moyens de procurer la santé, entendue comme un état de complet bien-être physique, mental et social à un plus grand nombre de personnes possible. Mais l'IA ne pourra jamais être tenue pour responsable. Voilà ce que dit la réglementation européenne. Toujours, c'est toujours une personne humaine qui doit être tenue pour responsable, jamais l'IA. Donc, le cœur de l'activité humaine, c'est la responsabilité, c'est-à-dire la capacité de bien délibérer. Par cette idée de délibération, l'éthique devient vivante, et c'est ce qui donne sa juste place aux éthiques déontologiques, celle de la réglementation, aux éthiques conséquentialistes, par exemple celle d'un Sam Altman. Seule une éthique vivante où chacun à son niveau peut délibérer garantit une vie authentiquement humaine. Il n'y a pas de travail humain où l'on est un simple exécutant. Si c'est le cas, alors l'homme est considéré comme une machine, comme un simple rouage, ce qui est toujours possible, mais pas éthique. Je crois que Bergson peut nous aider pour mesurer ici l'enjeu. C'est à la fin de son ouvrage Les deux sources de la morale et de la religion. Il écrit: l'humanité gémit à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a faits. Ça, c'est intéressant parce que le philosophe fait cette remarque, c'est que le progrès technologique, contrairement aux espérances d'ailleurs, qui étaient celles des Lumières, a plutôt été un poids pour l'humanité qui, en quelque sorte, sur le plan éthique, eh bien, a toujours eu du mal à suivre, en quelque sorte, le progrès technologique. Dans l'idée des Lumières, en quelque sorte, le progrès moral devait naturellement suivre le progrès technologique. On sait bien que cela n'a pas été le cas avec les deux guerres mondiales, par exemple. L'humanité ne sait pas assez que son avenir dépend d'elle. Donc là, on a vraiment la question éthique. Elle a à elle de voir d'abord si elle veut continuer à vivre. À elle de se demander ensuite si elle veut vivre seulement ou fournir en outre l'effort nécessaire pour que s'accomplisse jusque sur notre planète réfractaire la fonction essentielle de l'univers, qui est une machine à faire des dieux. Alors ici, quand il dit une machine à faire des dieux, il faut bien entendre ce que veut dire Bergson. Finalement, que font les dieux? Eh bien, ils délibèrent. Délibérer concrètement, ils sont capables de délibérer, pas simplement, autrement dit, d'obéir à un prompt, mais de délibérer. C'est-à-dire, ils sont capables de confronter en quelque sorte quatre sources, de confronter quatre éléments. D'abord, le sens des objectifs et des contraintes. Délibérer, c'est avoir en premier lieu le sens des objectifs et des contraintes. En second lieu, délibérer, c'est être capable de d'écoute, c'est avoir le sens de l'écoute. Et là, on aurait beaucoup à dire sur l'écoute. Délibérer, c'est aussi avoir le sens de l'expérience, des leçons de l'expérience. Et enfin, et surtout, c'est avoir une capacité d'intuition. Vous voyez, si je n'ai qu'une capacité d'intuition, je ne délibère pas. Si je me réfère toujours à l'expérience, je ne délibère pas. Si je ne fais qu'écouter ce que me disent les autres, je ne délibère pas. Si je n'ai que des objectifs, je suis un velléitaire. Pour bien délibérer, il faut confronter ces quatre sources. Le sens des objectifs, l'écoute, ce que disent les autres, l'expérience, c'est-à-dire ce que j'ai appris de ce que j'ai vécu, essayé moi-même, et puis l'intuition, c'est-à-dire l'inédit, l'inouï,
Les dieux sont capables de confronter ces quatre sources et de se décider. Même si la machine imite l'intelligence, il nous faudra encore fournir l'effort nécessaire pour bien délibérer. Sinon, les machines parleront au sujet de l'homme d'un drame existentiel. Pour conclure, eh bien, je voudrais que nous retenions quatre points, quatre enjeux éthiques en quelque sorte. Il nous faut non seulement apprendre à prompter des IA, mais également des IH, c'est-à-dire des intelligences humaines. Prendre autant de soin pour dire, pour dire correctement ce qu'il convient de faire aux personnes que nous manageons. Deuxième enjeu, eh bien, c'est humaniser le travail. C'est-à-dire que le travail, c'est pas simplement une performance, une production extérieure, c'est aussi la création d'un espace intérieur, si je puis dire. Sans quoi, eh bien, l'homme travaille comme une machine. Et enfin, eh bien, il faut en finir précisément avec l'homme-machine et faire en sorte que chacun à son niveau, chacun selon ses capacités, eh bien, puisse délibérer et pas seulement exécuter. Voilà, me semble-t-il, les principaux enjeux de l'IA aujourd'hui au cœur des organisations, les principaux enjeux éthiques.